Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la deuxième conférence de presse. J'accueille le conseiller fédéral Pascal Couchepin ainsi que messieurs Thomas Zeltner, directeur de l'Office fédéral de la santé publique, et monsieur Peter Indra, le vice-directeur de l'Office fédéral de la santé publique. Deux thèmes, cette conférence de presse. Le conseil, les mesures contre l'épidémie de grippe et la question des coûts de la santé. Je passe tout de suite la parole au conseiller fédéral Couchepin. Vous recevez le communiqué concernant ce premier sujet sur les mesures pour contrer l'augmentation des coûts de la santé dans un quart d'heure ou plus tard. Mesdames, Messieurs, le Conseil fédéral a traité ce matin de la situation sur le front de l'assurance maladie et notamment les perspectives pour 2010. Il a approuvé le lancement d'une procédure de consultation au sujet de ces mesures. Je voulais tout d'abord dire que tout le monde admet que le système de santé suisse est de qualité, qu'il est performant et personne ne veut mettre en péril ce système. Par contre, nous sommes convaincus qu'il est en danger si on ne prend pas des mesures pour freiner la hausse des coûts. Donc oui à un système de santé performant tel que nous le connaissons, mais non à une explosion des coûts qui entraînerait à terme des difficultés pour le système de santé et son aspect social. L'augmentation de l'espérance de vie est un signe de la qualité du système de santé et je crois que d'une manière générale, on peut dire que les acteurs dans ce domaine font du bon travail professionnel. Venons-en maintenant au paquet de mesures qui sont prévues. Si on regarde la situation en 2006, les coûts de la santé sont augmentés moins que ce qui était prévu par les assurances. En 2006, donc, les pronostics étaient trop pessimistes et les coûts sont augmentés moins vite que ce prévoyaient les assurances. En 2007, les coûts et les primes étaient équilibrés. Il y avait un léger déficit, mais les coûts étaient assez bien estimés. Par contre, les prévisions pour 2008, 2,3% d'augmentation, en réalité 4,3% d'augmentation, et 2009, 2,3% d'augmentation, et en réalité 4,3%, ont été sous-estimés par les assureurs et acceptés par l'Office fédéral de la santé publique, qui est responsable de la fixation des primes. C'était sous-estimé de 2% environ par année. La conséquence, c'est qu'en 2008, les assurances maladie ont bouclé avec une perte de 800 millions de francs. Les pronostics pour 2009 indiquent que la perte serait de l'ordre de 1,4 milliard de francs, soit 7% du volume total des primes. Ces erreurs s'expliquent par de fortes hausses dans certains domaines, notamment l'ambulatoire hospitalier, plus 10%, hôpital ambulante, les analyses de laboratoire avant la mesure prise qui entre en vigueur au 1er juillet, les analyses de laboratoire plus 8%, une explosion qui n'existait pas dans le passé, et les traitements en cabinet médicaux, 4,3%, ce qui est beaucoup plus que dans le passé. Deuxième élément, il y a une perte liée à la crise des marchés financiers. En période normale, on peut estimer à 200 millions de francs environ les revenus des capitaux placés par les caisses maladies. Et je rappelle que les caisses maladies placent deux sortes de capitaux, les réserves et aussi les provisions. Les provisions sont plus importantes que les réserves. C'est entre 25 et 30% des dépenses de l'année qui sont constituées en fin d'année comme provisions pour couvrir les factures qui viennent au début de l'année suivante, mais ces montants sont souvent placés. Donc il y a les provisions, Rückstellungen, et de l'autre côté, les réserves qui sont placées. En général, ça rapporte de l'ordre de 200 millions de francs. Cette année, c'est au contraire des pertes
importantes qui ont été constituées. Puis un troisième facteur qui a été sous-estimé, bien qu'il est inhérent au système, c'est qu'au cours de ces dernières années, les primes réellement encaissées ont été moins élevées que les primes théoriques. Quand on parle, par exemple, de 4% d'augmentation de primes d'assurance, on se réfère à une prime moyenne. Mais les gens peuvent changer de caisse, prendre une caisse meilleur marché, ou bien changer de contrat d'assurance, prendre un type d'assurance meilleur marché, par exemple avec une franchise plus élevée. Et alors, depuis quelques années, ce qui est un résultat du système qu'on peut accepter, on verra qu'on prend une mesure pour éviter qu'il y ait un abus, au cours de ces dernières années, on estime à 1,5% par an l'érosion des primes réellement encaissées. Parce que, rationnellement, les citoyens changent de caisse ou prennent des formules d'assurance meilleur marché, et ça représente 1,5%. Si bien que, par exemple, en 2008, le montant des primes a augmenté théoriquement d'environ 2%, mais en réalité, il n'y a pas eu d'augmentation de la masse des primes parce que les gens ont changé d'assurance et finalement ont payé moins que l'année précédente. Donc, vous avez un phénomène qui est quelque chose d'acceptable. Les gens réfléchissent rationnellement. D'érosion du montant des primes. La prime théorique augmente, mais la prime réellement payée a eu tendance à se stabiliser, voire à diminuer ces dernières années parce que les gens ont changé de compagnie d'assurance ou bien ont pris des nouvelles types d'assurance. Ce qui concerne les réserves, elles étaient à la fin 2008 de l'ordre de 15%. À la fin 2009, elles risquent d'être à la limite légale d'environ 10%. C'est la raison pour laquelle il faudra reconstituer des réserves en fonction de l'augmentation qui vient pour l'année prochaine. Avant de passer aux mesures, je voudrais encore rappeler quelques chiffres. Il y a environ 44 millions de visites médicales par an. Ensuite, une visite médicale coûte en moyenne, si c'est un cabinet privé, un peu plus de 150 francs en moyenne. Et si c'est dans un hôpital, en stationnaire ambulatoire, c'est 350 francs la visite. 350 francs la visite en stationnaire ambulatoire et un peu plus de 150 francs la visite en moyenne chez le praticien privé. C'est donc bien meilleur marché chez le praticien privé. Mais comme on le sait, il y a une forte tendance à l'augmentation du stationnaire ambulatoire. Donc la première mesure que le Conseil fédéral préconise, c'est l'introduction d'une contribution de consultation de 30 francs, ce qui représente par rapport au coût moyen d'une visite chez le praticien privé un cinquième du coût réel, 150 francs et 30 francs, c'est 20% environ du coût réel. Donc on paye à ce moment-là 20% du coût réel de la visite. Et si on va en stationnaire ambulatoire, on paye 30 francs, c'est moins de 10% du coût réel de la visite. Pour que le système soit équitable et socialement acceptable, le Conseil fédéral a prévu de libérer les jeunes en dessous de 18 ans, je ne veux pas parler des enfants, mais des jeunes en dessous de 18 ans du paiement de la prime, de la taxe. Ensuite, pour que les gens qui sont des malades chroniques ne soient pas surchargés, on a prévu que, à partir de la 7e visite dans l'année, ils ne payent plus le montant de 30 francs sous réserve de l'épuisement de la franchise, puis déduction de la quote-part ensuite. Enfin, je rappelle que pour les gens qui bénéficient de Ergänzungsleistungen, des prestations complémentaires, les prestations complémentaires remboursent à ces gens qui sont les plus faibles la totalité des franchises, la totalité des
des participations au coût et remboursera aussi les 30 francs, sauf si on change dans la législation, c'est les prestations complémentaires, la règle du jeu. Donc les tout pauvres, ceux qui sont vraiment en difficulté, sont aussi libérés de cette franchise, cette contribution. Et puis, on libère aussi les consultations en cas de grossesse. C'est lié à ce qui concerne les enfants. Les consultations en cas de grossesse sont libérées de cette taxe. En contrepartie aussi, pour éviter que certains, probablement des cas rares, mais qui peuvent exister, ont une difficulté ou de payer 30 francs, nous prévoyons l'obligation pour toutes les compagnies d'assurance de mettre sur pied, dans un délai d'1 année, un service de consultation performant par téléphone. On sait que les compagnies d'assurance offrent ce service et réduisent la prime pour un certain nombre de gens qui acceptent de consulter par téléphone avant d'aller chez le médecin. Là, nous exigerons des compagnies d'assurance que dans un délai d'1 année, elles aient toutes un service de consultation par téléphone performant, pas seulement quelqu'un qui dit venez, venez pas, mais quelqu'un qui est capable de donner un diagnostic. Le docteur Zeltner pourra vous dire quel est le taux, quelle est la qualité de ce type de service. Je crois que les expériences faites jusqu'à maintenant sont très positives et devraient permettre une alternative à la visite chez le médecin. Ce service devrait fonctionner par téléphone gratuit, 24 heures sur 24, afin de répondre aux questions des assurés sans qu'ils aient à se rendre chez un médecin. Alors, voilà les deux choses. La taxe de consultation plus le service de consultation par téléphone. J'ajoute que la taxe de consultation a été introduite avec succès en Suède. En Allemagne, les expériences, c'est un système un peu différent. En Allemagne, dans un premier temps, il y a eu une forte baisse des consultations, puis ensuite c'est remonté. Personne ne sait si c'est remonté parce que les gens sont habitués à la taxe ou si c'est remonté parce que le volume des consultations augmente, mais dans un premier temps en Allemagne, qui est un autre système, et je ne pense pas qu'on peut faire de comparaison, on doit plutôt faire des comparaisons avec le système suédois. En Allemagne, dans un premier temps, il y a une forte réduction, puis ensuite, il y a de nouveau une hausse. Le Conseil fédéral veut aussi prendre des mesures pour éviter l'érosion des primes basées sur un manque de solidarité qui n'est pas un reproche, mais qui existe. Actuellement, quand vous prenez une franchise élevée, par exemple, si vous devez faire une opération des hanches, vous avez pris une franchise à 2 500 francs, vous changez l'année où vous voulez aller faire l'opération de mode d'assurance, vous faites l'opération, et puis l'année suivante, si vous êtes reparti pour, comme en 14, si vous êtes reparti, vous reprenez une franchise à 2 500 francs, et puis si tout d'un coup vous avez une grave maladie qui commence, l'année suivante, vous rechangez de prime, de modèle de prime et vous retournez à un système à 2 500 francs ou à la prime normale. Donc le Conseil fédéral pense que ça, c'est pas très bien et que ça désolidarise le système, raison pour laquelle nous préconisons que les contrats qui introduisent une franchise à option importante doivent être faits au minimum pour 2 ans. Au minimum pour 2 ans, on ne peut pas quitter la franchise à option forte après 1 année pour éviter qu'on fasse des allers-retours dans ce domaine. Un autre point, le Conseil fédéral souhaite obtenir la compétence de corriger les tarifs ambulatoires en cas d'évolution des coûts supérieurs à la moyenne des 5 dernières années. En d'autres termes, d'intervenir dans la fixation des prix. C'est une compétence que nous souhaitons subsidiaire. Il faut que les parties s'entendent. Nous souhaitons que les partenaires qui sont en train de négocier, je salue le courage de Santé Suisse qui a osé dire que sa position de départ sera dure, mais après ils sont ouverts à la discussion parce que je ne crois pas à un système dans lequel on bloque
tout. Je crois qu'il faut toujours négocier, mais il faut partir d'un système relativement dur dans une période comme celle-ci. Santé Suisse et les prestataires de soins peuvent négocier. S'ils n'arrivent pas à négocier ou si les négociations aboutissent à des résultats qui sont impossibles à accepter, si les coûts sont supérieurs à la moyenne des 5 dernières années, le Conseil fédéral pourra intervenir. On a un problème que nous devons régler avec les cantons qui ont aussi des compétences en matière d'approbation des tarifs. Il faudra le faire. Le Conseil fédéral souhaite ensuite que les cantons prennent des mesures pour réguler les activités ambulatoires hospitalières. Je voudrais quand même rappeler qu'au cours de ces derniers mois, l'explosion est intervenue dans l'ambulatoire hospitalier. Le plus souvent, les hôpitaux appartiennent aux cantons et ils n'ont strictement rien fait pour limiter l'explosion des coûts dans le domaine ambulatoire, sinon donner des interviews pour dire ce que je devais faire et oublier de dire ce qu'eux-mêmes doivent faire. Donc nous souhaitons qu'à l'avenir, les cantons prennent leurs responsabilités là où ils sont maîtres, et ils sont maîtres de l'ambulatoire hospitalier. On leur donne les compétences de planification dans le domaine ambulatoire hospitalier, et nous espérons qu'ils prendront les mesures nécessaires. C'est vrai que jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas de compétences légales, mais la plupart du temps, ils sont propriétaires ou l'autorité de surveillance des hôpitaux. Nous aurions souhaité qu'ils soient plus actifs dans ce domaine, plus dans les activités qui relèvent de leurs compétences que dans les communiqués de presse. Ensuite, le Conseil fédéral souhaite que dorénavant, le monitoring que j'ai introduit il y a quelques années puisse se baser sur les résultats plus serrés des assurances. Jusqu'à maintenant, les assurances communiquent par Santé Suisse à l'Office fédéral de la santé publique une fois par trimestre les résultats des courses, combien ils ont payé. Einmal pro quartal, bis jetzt. Mais ils le font d'ailleurs contre paiement. On paye ces daten, on paye ces informations. Et puis, deuxièmement, une assurance, une moyenne, refuse de livrer à Santé Suisse les données. Par conséquent, il y a environ 400 à 500 000 personnes qui sont membres de cette assurance, qui ne sont pas incluses dans les données qu'on reçoit à l'Office fédéral de la santé publique. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral veut qu'à l'avenir, les assurances communiquent à l'Office et plus à Santé Suisse. Ils peuvent aussi communiquer à Santé Suisse s'ils le veulent, mais que l'Office fédéral puisse obtenir directement et gratuitement les informations nécessaires. Et dans un premier temps, on en restera à 3 mois. Et puis, lorsque le système est bien en marche, c'est possible qu'on descende la fréquence des informations à 1 mois. Mais il faut d'abord que ça marche à 3 mois. Et ce sera obligatoire et gratuit au profit de l'OFSP. Enfin, le Conseil fédéral constate qu'il y aura une augmentation automatique de la contribution de la Confédération de 200 millions de francs due à l'augmentation des coûts. Et puis, on a discuté de la possibilité d'augmenter, en plus de ces 200 millions de francs qui sont automatiquement accordés en fonction de l'augmentation des coûts, de donner un supplément de subside d'environ 200 millions de francs. La question, c'est de savoir si on veut le faire dans le cadre du paquet de mesures d'économie ou si on le fait dans le cadre du paquet conjoncturel et comment on le fait. On aura encore des discussions ces prochains jours pour trouver la meilleure formule, parce que 200 millions, c'est beaucoup, mais ce n'est pas des sommes qui permettent de tout faire. Mais le Conseil fédéral est positif à l'égard de l'idée de donner ces 200 millions supplémentaires, mais la forme doit être discutée entre les différents départements intéressés pour que ce soit le plus efficace possible. Parce qu'il faut aussi voir que les cantons utilisent ces subsides de manière tellement différente et certains n'épuisent pas les possibilités d'utilisation des subsides. Il faut donc trouver un système qui soit le plus juste possible. Voilà les quelques mesures
que le Conseil fédéral proposera au Parlement. Si les choses se passent normalement, le 29 mai, il devrait y avoir l'approbation du message et le Parlement devrait être nanti de ces propositions et nous espérons que le Parlement se prononcera de telle sorte qu'elle puisse entrer en vigueur au 1er janvier 2010. Mais là, ce n'est plus dans nos mains, c'est dans les mains du Parlement qui, comme chacun le sait, a une passion pour prendre des décisions dans ce domaine. Voilà. Merci. Alors, est-ce que vous souhaitez d'abord quelque chose sur la pandémie et ensuite prendre une question ? Une chose après l'autre, la pandémie, c'est un autre plat de résistance. Alors, j'ouvre la discussion, les questions là, sur ce thème. Monsieur Rebetté. Est-ce que vous avez un chiffre sur les économies espérées dès l'année prochaine avec l'ensemble de ces mesures, à part les 200 millions naturellement, ça permettrait d'économiser combien ? C'est assez difficile de donner un chiffre précis parce que personne ne peut dire quel sera l'effet dissuasif avec le téléphone aussi. Combien de gens renonceront à aller chez le médecin et, par exemple, consulteront par téléphone? Ça, c'est difficile à dire parce que c'est un changement dans les mœurs et il faut voir si ça marche bien. Mais on estime entre 300 et 400 millions de francs, mais ce n'est pas un chiffre pour lequel je mets ma main au feu, parce que ça dépend beaucoup de l'effet incitatif du système de téléphone, et c'est difficile à dire. Les expériences faites en Europe ont été très différentes d'un pays à l'autre. C'est donc un chiffre indicatif, mais pas une promesse. Secrètement, on peut espérer plus, mais personne ne peut jurer que ce chiffre, ça dépend beaucoup du comportement des gens. Par ailleurs, vous aviez, lors de la table ronde, des propositions qui auraient été faites par les partenaires, qui étaient des décisions qui relevaient de votre département, qui pouvaient être prises par ordonnance. Est-ce qu'elles seront prises et vous en attendez quelles non, économies ? Elles seront prises. Il y a un certain nombre de décisions qui seront prises ultérieurement, mais il n'y a pas lieu de les commenter aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas fait l'objet de la discussion du Conseil fédéral, mais il y aura un certain nombre de décisions qui sont prises, notamment en matière de médicaments, qui relèvent de ma compétence propre. Et le 29 mai, tout sera sur la table. Merci, Madame Pictet. Oui, j'ai deux questions. La première concerne la libération d'un certain nombre de personnes. Vous avez dit que ce seraient les jeunes jusqu'à 18 ans, dont les documents sont écrits jusqu'à 19 ans. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser ce point-là? Est-ce que c'est M. Indra? Et la deuxième question concerne le blocage des contrats pendant au moins 2 ans en cas de franchise élevée. Vous pouvez donner des détails peut-être à ce propos? Qu'est-ce que vous entendez par franchise élevée? Est-ce que c'est à partir de 2500 francs ou déjà plus bas ou... M. Indra répond aux deux questions. Oui, je peux vous répondre. Pour les personnes qui ont un âge jusqu'à 18 ans, vous avez des différentes primes. Elles sont considérées comme... Die Frage ist, man spricht von 19 Jahre alt und ich habe von 18 Jahre. Es ist 18 voll oder 18 Anfang. Es ist inklusive 18 genau gleich, wie die Prämien für die Kinder berechnet sind. Das ist la même chose. Und für die Prämien, für die Franchisen, es ist jede wählbare Franchise, die hier betroffen ist von diesen 2 Jahren, chaque Franchise, außer der 300er der obligatorischen Franchise. Also jede wählbare Franchise, die hier gilt. Ça veut dire déjà à partir de 450 francs? Oui. D'autres questions sur ce sujet? Ça ne semble pas être le cas, donc on peut passer au deuxième point. Tout au fond. Ah, Monsieur Berenbold. Ja, doch noch eine Frage. Wenn Sie schon vergleichen mit dem Ausland, das handelt sich ja hier um eine Erhöhung des Selbstbehaltes des Patienten auf jeden Fall. Wie steht denn das im internationalen Vergleich? Gibt es da auch so viel Selbstbehalt, Franchisen, dann Selbstbehalt plus jetzt noch Konsultationsgebühren? Oder sind diese Konsultationsgebühren die einzige Maßnahme, die den Patienten zahlen lassen?
internationalen Vergleich. Wir haben zwei Arten mitbezahlen. Das eine ist die obligatorische Franchise, dann haben Sie eben diesen Selbstbehalt. Und wenn Sie jetzt im Quervergleich mit den europäischen Ländern zahlen, sind diese Beiträge an der oberen Grenze im Quervergleich zu anderen Ländern. Also die Schweizer zahlen tatsächlich mit diesen Beträgen relativ viel selber in der sozialen Grundversicherung, aber das ist im Quervergleich mit der Leistung der Systeme nicht übertrieben hoch. Oui. Ich habe eine Frage zur ambulanten Spitalbehandlung, die am stärksten gestiegen ist. Die Kantone haben doch gar kein Interesse, die Tarife zu senken. Sie verdienen ja dabei. Was erwarten Sie konkret? Ja. Ce que nous demandons, c'est que les cantons introduisent dans leur planification, à l'avenir, ils doivent faire une planification hospitalière, et qu'ils introduisent aussi l'ambulatoire dans la planification. Les cantons, jusqu'à maintenant, vous avez raison de dire, pas les cantons, mais les hôpitaux ont intérêt à avoir de l'ambulatoire, parce que ça rapporte bien, ça permet d'amortir les appareils, et c'est quelque chose de positif, aussi pour la formation des jeunes qui sont là. Et chaque fois qu'on a parlé avec les cantons de ce problème, ils ont dit on n'a aucune compétence. Les hôpitaux sont maintenant indépendants, nous sommes prêts au nom de l'intérêt général à intervenir, mais là où on a des compétences et là on n'a pas de compétences, les hôpitaux nous appartiennent, mais on leur a donné de l'autonomie et on ne peut pas se mêler de ça. Alors à l'avenir, ils doivent planifier aussi ce point-là. Et je crois que politiquement, je ne vois pas un conseiller d'État dire je suis indifférent à l'explosion des coûts dans l'ambulatoire hospitalier, parce qu'à la fin, ça reporte sur les primes. Donc, et puis, honnêtement, les responsables cantonaux sont des gens responsables. Mais jusqu'à maintenant, ils ont préféré oublier leur qualité de propriétaire des hôpitaux qui font de l'ambulatoire hospitalier. À l'avenir, ils devront le faire. Et puis, vous savez, dans le domaine de l'assurance maladie, c'est un peu le chat et la souris. Hein? Souvenez-vous, il y a quelques semaines, quelques médecins, heureusement, quelques médecins isolés disaient « Si vous introduisez les labors Coston, nous allons faire revenir le patient une deuxième fois et ça coûtera beaucoup plus cher. » Je crois que c'est un aspect secondaire, tout à fait secondaire, mais le patient dira « Écoutez, docteur, est-ce qu'on ne peut pas se téléphoner plutôt que je paye une deuxième fois 30 francs ?» Donc, dans le domaine ambulatoire hospitalier, la solution, si ça ne marche pas, la solution est déjà trouvée, c'est de faire que les cantons participent au coût de l'ambulatoire hospitalier dans la même proportion qu'ils participeront à l'avenir au coût de l'hospitalier. Donc, toutes ces mesures sont des mesures qui sont pragmatiques. Et personnellement, je ne crois pas à la grande révolution dans ce domaine-là. On dit qu'il faut avoir une vision et la réaliser. Bonne chance aux visionnaires. Vous l'avez dans un domaine qui fonctionne, qui est un bon système. Le système de santé suisse est bon. C'est un bon système et les gens sont contents avec le système de santé. Il ne faut pas faire une révolution, mais il faut ajuster. Et on est parti probablement pour 10 ans d'ajustement permanent. Maintenant, il y a une tranche d'ajustement et en fonction de l'évolution des acteurs, il y aura certainement dans les années qui viennent de nouvelles modifications, et notamment l'ambulatoire hospitalier. La première mesure, c'est planification de l'ambulatoire hospitalier par les cantons, et si ça ne fonctionne pas, je vois très bien mon successeur, dans 3, 4, 5 ans, disant il faut introduire une participation des cantons à l'ambulatoire hospitalier. Puis si ça ne fonctionne pas, à mon petit-fils, le successeur du successeur. J'ai encore quelques idées pour répondre, mais c'est un peu le chat et la souris dans ce domaine-là. D'autres? Monsieur Indra veut rajouter quelque chose. Ja, ich würde vielleicht noch gern auf einen Punkt hinweisen, der häufig missverstanden wird. Diese Gebühr ist eine Stärkung der Eigenverantwortung. Es ist nicht eine Bestrafung des Patienten, der zum Arzt geht. Das heißt, die Rechnung, die der Arzt ausstellt, wird nicht einfach 30 Franken höher für den Patienten, sondern der Arzt bekommt diese 30 Franken direkt bezahlt und muss seine Rechnung um 30 Franken kürzen. Das heißt, die Gesamtrechnung bleibt so hoch, wie sie heute ist.
Aber der Patient hat einen Anreiz, sich zu überlegen, ob er diese 30 Franken mit diesen 30 Franken nicht anders umgehen kann. Das heißt zum Beispiel Selbstmedikation oder, wie es Bundesrat Guspang gesagt hat, mit der Telefonkonsultation. Es ist also keine Bestrafung. Die Gesamtrechnung wird also nicht höher. Sie bleibt gleich hoch für die Arztrechnung. Merci, Madame Bunti. Noch eine Frage zum Vorgehen. Damit die Maßnahmen ja rasch greifen, müssen Sie jetzt Dringlichkeitsrecht anwenden. Es pressiert. Dieses Vorgehen ist jetzt in den letzten Tagen stark kritisiert worden, weil es heißt, eigentlich hätte man das schon früher angehen können. Jetzt nächsten Montag gibt es die Möglichkeit für die interessierten Akteure, sich zu treffen mit Ihnen. Was erwarten Sie von diesem Treffen und wie beurteilen Sie die Kritik? D'abord, rappeler que, bien sûr, on peut toujours anticiper, mais il faut d'abord attendre les résultats de l'année passée pour savoir quel était le problème. Et maintenant, quand on a vu les résultats de l'année passée et que les compagnies d'assurance nous ont dit que leur pronostic était trop faible pour cette année, on a mis en marche le service et ça a pris quand même plusieurs semaines pour préparer les mesures, calculer, réfléchir, etc. Donc aujourd'hui, on vient avec des mesures, mais ces mesures sont en préparation depuis plusieurs mois. Simplement, vous ne pouvez pas prendre des mesures avant que les circonstances l'imposent. Et on connaît les résultats de l'ensemble des caisses à partir de février-mars. Et depuis ce moment-là, on a commencé à discuter toute une série de mesures. Et ce qui est présenté aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs semaines, voire plusieurs mois de discussion à l'interne. En ce qui concerne la procédure, le Parlement doit prendre ses responsabilités. Il peut dire non, je veux une procédure ordinaire. Mais dans ce cas-là, on risque d'avoir l'année prochaine une nouvelle explosion des coûts. Bon, c'est la réalité. Et le Parlement prend ses responsabilités politiques. S'il dit non, il dit non. Je respecte absolument sa volonté, mais ça a des conséquences pratiques. Moi, je suis convaincu que le Conseil fédéral a raison de dire, lorsqu'il y a une situation qui est devenue très grave, il faut prendre des mesures. Et puis, si le Parlement dit non, ce n'est pas si grave, on peut prendre le temps d'une procédure ordinaire. C'est une décision politique qu'il faut respecter et que je respecterai, mais qui aura des conséquences pratiques. Alors, je vois certains qui, de toute façon, ne sont pas d'accord de dire « mais vous auriez dû prévoir l'année passée ». Personne n'imaginait que les coûts allaient augmenter autant l'année passée et au début de cette année. Merci. D'autres questions? Oui, je vous en prie. J'ai encore une question sur cette ligne de téléphone gratuit 24 heures sur 24. Donc ce sera des médecins, c'est ça qui répondent, c'est à la charge des caisses. Comment ça s'organise? Est-ce qu'on a une idée du coût à la charge des caisses? C'est un service. Et plus les caisses, je ne pense pas que chaque caisse aura un service, mais peut-être qu'elles se mettent ensemble, spécialement les petites, plus le service est performant et a une bonne réputation, plus les caisses auront de chance de voir les consultations diminuer. Donc elles auront un intérêt, ce sera aussi un élément de concurrence entre les caisses. Celle qui peut offrir le meilleur service par consultation par téléphone, là aussi les expériences ont été faites dans les pays scandinaves, les expériences sont bonnes. Vous voyez, les pays scandinaves sont un modèle pour le Conseil fédéral. Dans les pays scandinaves, ça marche bien. Très rapidement, on aura des appréciations de la qualité. Mais là, je souhaite que M. Zeltner, on a parlé souvent de ces problèmes, dise quelques mots sur les expériences qui ont été faites. Ich kann sehr gerne eine Studie, die leider jetzt noch nicht publiziert ist, aber finalisiert ist, aus dem Inselspital zitieren. Dort wurden alle Patienten, die in die Notfallambulatorien gekommen sind, vorerst einer Telefonkontrolle oder einem Telefondienst unterstellt und dann vom Notfallarzt gesehen. Und was die gute oder die sehr gute Nachricht ist, diese Telefonbeurteilungen waren mit den Beurteilungen in der Notfallstation durch die Ärzte in über 90% identisch. Also es ist eine sehr gute Diagnose. Der zweite Punkt dann, und der ist eben auch relevant, ist, dass in 8
von 10 Fällen eine Konsultation in der Notfallstation gar nicht notwendig gewesen wäre. Und da kommen eben dann diese Zahlen zum Tragen, dass eben eine Konsultation dort etwa 350 Franken kostet gegenüber einer Konsultation in der ärztlichen Praxis. Mit anderen Worten, das Vorschalten einer Telefonservice ist sehr sicher, gibt gute Leistungen und erlaubt eben dann auch wiederum Notfallstationen, Spitalambulatorien zu entlasten und Patienten in den richtigen Weg zu triagieren. Enfin, juste pour revenir là-dessus, vous dites les coûts, on n'a pas encore d'idée, mais enfin, il y a plus ou moins, les caisses doivent s'attendre à quel coût? J'en sais rien, c'est elle qui organise. Mais normalement, ça doit être une diminution, un rabais, puisqu'aujourd'hui, les caisses, à ma connaissance, donnent environ 10% de rabais pour celui qui accepte de consulter d'abord par téléphone avant d'aller chez le médecin. Donc, il y a pour les caisses un avantage, puisqu'elles sont capables aujourd'hui de donner un rabais à ceux qui consultent par téléphone avant d'aller chez le médecin. C'est donc bien la preuve que le système est positif. Oui. Diese 200 Millionen zusätzlich zur Prämienverbilligung, ist das für ein Jahr, für 2 Jahre, ist das schon? Das ist die Frage. Aujourd'hui, il y a 200 millions qui sont automatiques. Et les 200 millions supplémentaires, c'est justement la discussion qu'on a maintenant de savoir tendanciellement si c'est dans le programme conjoncturel, c'est limité dans le temps. Tandis que si c'est dans le cadre de l'assurance maladie, c'est illimité dans le temps. Il faut qu'on voie quelle est l'efficacité du système. Donc il n'y a pas de décision encore là-dessus, mais pour le 29 mai, il y en aura une. Je constate qu'il n'y a plus de main levée, donc on peut passer au deuxième thème, qui est le thème de la grippe A, H1N1. Non, est-ce que c'est ça? Ouais. Alors ce matin, j'ai également informé le Conseil fédéral des derniers développements concernant l'épidémie de grippe et des mesures prises pour la combattre, si c'est nécessaire. La formule officielle, c'est prudence, vigilance et information régulière. En Hochdeutsch, c'est Vorsichtigkeit, Wachsamkeit und regelmäßige Information. Ces 3 thèmes caractérisent notre approche de la crise dès son déclenchement. Le nouveau virus, tout le monde le sait, a un potentiel pandémique. Il a été observé pour la première fois en avril de cette année au Mexique et aux États-Unis, qui sont les 2 pays les plus touchés. Un cas de personne affectée a été confirmé en Suisse. D'autres cas ont été détectés dans plusieurs pays. La première mesure prise au niveau fédéral, c'est d'informer régulièrement la population sur l'évolution des risques via notamment des conférences de presse journalières et des informations diffusées sur des sites Internet. Des informations ciblées sous forme de flyers et d'affiches ont été distribuées dans les aéroports de Bâle, Genève et Zurich. Des recommandations ont été adressées aux personnes se rendant au Mexique afin d'ajourner tout voyage non indispensable. Une cellule spéciale sous la responsabilité du département a été activée. Sa fonction est de soutenir le Conseil fédéral dans la prise de décision, de coordonner et d'accélérer les processus administratifs. Les cas suspects, y compris les conseillers communaux d'Arao, ont été mis en isolement dans l'éventualité d'une infection confirmée et les personnes qui ont été en contact avec un cas confirmé ont été mises en quarantaine à titre préventif. S'agissant de l'approvisionnement en Tamiflu, la Suisse dispose d'un stock obligatoire de 23 millions de capsules. Il faut 10 capsules par personne, c'est-à-dire un stock pour 2 300 000 personnes, et 1 300 kilos de Tamiflu en poudre pour le traitement de 25% de la population. Pour l'instant, ces quantités sont en poudre et il faut qu'on décide quelle quantité doit être mise sous forme de paquet pour être prêt à la distribution. Mais la quantité de la Tamiflu est là à disposition, mais il doit être encore mis en paquet et on doit décider quelle quantité on veut mettre. Pour le cas où la situation l'exigeait, la Confédération pourrait libérer le stock obligatoire de Tamiflu. Il serait alors distribué aux cantons, qui seront dès lors responsables de sa distribution selon les canaux qu'ils ont eux-mêmes définis. Le financement est prévu selon les systèmes d'assurance existants. À ce jour, le Tamiflu n'est pas pris en charge par la LAMAL,
le Tamiflu sera mis sur la liste des spécialités en cas de pandémie, mais tant qu'il n'y a pas la pandémie, le Tamiflu n'est pas remboursé par la MAL. Actuellement, le vaccin pré-pandémique prévu et produit pour la grippe aviaire est à disposition en Suisse, mais malheureusement, il n'est pas efficace pour la grippe H1N1. Par contre, le contrat conclu avec GlaxoSmithKline pour le vaccin pandémique de la grippe aviaire reste valable pour la grippe A, c'est-à-dire celle qu'on discute maintenant. Lorsqu'il sera disponible, on pourra, selon ce contrat, approvisionner la population résidant en Suisse. Une pandémie constitue une menace importante pour la santé de la population. On le sait, et depuis la SARS, on a beaucoup discuté, beaucoup pris de décisions dans ce domaine. Nous avons la conviction que nous pouvons faire face à une pandémie. Bien sûr, une pandémie reste quelque chose de grave, mais que nous pouvons, dans la mesure des moyens disponibles, faire face. Et le plan suisse de pandémie influenza est régulièrement mis à jour. Il sert de base aux cantons ainsi qu'aux entreprises et organisations du secteur privé pour développer leur propre plan. Si le virus apparaît, à Dieu ne plaise, il y a différentes étapes dans la mise en marche de l'opération, mais pour l'instant, on est dans l'expectative heureuse et on préfère naturellement ne pas mettre à l'épreuve tous les plans qu'on a préparés. Je vous remercie. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Si ce n'est pas le cas, je remercie les participants à la conférence de presse.